politique migratoire actuelle, c'est comme une nécessité mathématique qu'ils deviennent minoritaires au Québec. Certain, si on maintient la politique migratoire qu'on a vue précédemment, on sait que ça arrive, c'est un fait, c'est pas une théorie du complot. Maintenant, la question que j'aimerais aborder, c'est est-ce que l'immigration de masse, c'est une vraie solution au problème de sous-natalité? En fait, la réponse, c'est non. Indépendamment de la question de idéologique, morale, patriotique, tout ce que vous voulez, l'immigration de masse ne va pas suffire. Bonjour, ici Philippe Le Télémartel d'Action Vitale. Bienvenue dans cette deuxième édition de la revue d'actualité. L'actualité que j'aimerais passer en revue aujourd'hui, c'est le passage, c'est plus tout à fait d'actualité, là, mais le passage de Mathieu Bocoté à l'émission Tout le monde en parle. Donc, on sait qu'il y a eu cette première apparition à Radio-Canada depuis un certain temps. Puis là, au moment où je filme, je pense que c'était hier, a été publiée une autre entrevue de lui avec Patrice Roy. Les deux, ils se promenaient dans les rues de Paris et ils se sont arrêtés à un restaurant. Donc, évidemment, les gens ont beaucoup parlé de ces apparitions-là. Ils ont probablement tout dit ce qu'il y avait à dire sur les différents aspects de la conversation. Je ne pense pas être en mesure d'apporter beaucoup de valeur sur tous les aspects. Mais il y en a un en particulier que j'aimerais approfondir aujourd'hui. C'est ce qui m'a motivé à faire cette intervention. C'est la question de l'immigration de masse et du changement démographique. Donc, ce par quoi on va commencer, c'est tout simplement l'écoute d'un court extrait de l'entrevue originale là, qui a beaucoup fait parler d'elle sur Tout le monde en parle. OK, parlons d'immigration. Vous dites que l'immigration menace notre civilisation. Vous cherchez dans votre livre à légitimer la théorie du grand remplacement. Ah bon? Il veut pourquoi vous défendez une théorie conspirationniste et raciste. Premièrement, je n'utilise pas la référence au grand remplacement. Ensuite, vous savez, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Jean-Luc Mélenchon, en France, homme de gauche, même de gauche radicale, dit le grand remplacement, il existe. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça va renouveler nos sociétés. Le grand remplacement, c'est pas un concept que j'utilise, j'insiste. Mais quand certains disent ça existe et c'est mal, ben ça, c'est une théorie conspirationniste et raciste. Si vous dites ça existe et c'est bien, alors là, vous êtes un progressiste remarquable et cosmopolite. Laissons de côté ce concept de grand remplacement que je n'utilise pas et parlons simplement de réalité. Une immigration si massive qu'elle déborde nos capacités d'intégration. Quand vous voyez ça sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça peut donner ce qu'on voit en Belgique aujourd'hui, à Bruxelles. Vous voyez à Londres aussi, puis à Montréal, dans 10, 15, 20, 30 ans, parce qu'on a une immigration qui dépasse largement nos capacités d'intégration, à Montréal comme à Laval, le français va devenir minoritaire. Là, peu importe la manière dont vous nommez ça, ce n'est pas agréable. Alors, c'est ça. Ça, c'est l'extrait qui a fait beaucoup parler de lui, du passage de Mathieu Bocoté à Tout le monde en parle. Je pense qu'il s'est très bien défendu de l'accusation de racisme et de repli sur soi, de conspirationnisme et de racisme. Et je pense qu'il a pu effleurer plusieurs aspects très importants là, dans cet extrait-là et dans d'autres, là, du problème de changement démographique lié à l'immigration. Ce que j'aimerais approfondir aujourd'hui, c'est vraiment la tendance un peu plus long terme derrière ce phénomène que Guillaume Lepage a essayé de pousser Mathieu Bocoté à appeler grand remplacement. Il y a différentes façons de le nommer, mais vraiment, j'aimerais ça m'attarder sur la question, est-ce que c'est vrai que c'est une théorie du complot qui n'a aucune base dans la réalité? Et est-ce qu'il y a des statistiques qui montrent que c'est vrai? Si oui, à quel point? Pourquoi? Depuis quand? J'aimerais commencer par un document qui a été écrit au début, à la toute fin du 20e siècle, en 1999, produit par Statistique Québec. Je pense à l'époque, ça s'appelait Institut de la statistique du Québec. C'est écrit par un certain Louis Duchesne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce document-là, on voit que au 20e siècle, le Québec, la population du Québec est passée de 1,6 million d'habitants à 7,4 millions d'habitants en 1999. Et l'auteur fait une prédiction, en fait, une projection vers l'avenir. Il dit que selon ça se base sur les tendances qui étaient vraies à l'époque, on allait atteindre en 2026, donc à peu près au moment où on se trouve, à un maximum absolu, pic historique de la population québécoise à 7,8 millions d'habitants et que par la suite, ça allait baisser. Ça allait revenir à la population de 1999 vers le milieu du 21e siècle, c'est-à-dire 7,4 millions d'habitants. C'était la prédiction qu'on a faite il y a un peu plus d'un quart de siècle. Force est de constater qu'elle a été largement dépassée parce qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2025, selon Statistique Québec, on est à 9,11 millions d'habitants au Québec. Donc, c'est significativement plus que le 7,8 millions qu'on avait prévu comme maximum. On peut se poser la question
Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a eu énormément plus d'enfants que qui était prévu? Est-ce qu'il y a eu un espèce de baby boom qui s'est manifesté in extremis au moment où on était déjà en vieillissement de population à l'époque? Évidemment que non. En fait, en 2024, on a atteint notre creux historique. On n'a jamais eu aussi peu d'enfants au Québec. On parle de 1,33 enfants par femme, donc en termes d'indice synthétique de fécondité, creux proche de l'année 1987, où on a eu 1,36 enfants par femme. Donc, comme on peut voir, depuis en fait 1970, on est en dessous du taux de remplacement, du seuil de remplacement de 2,1 enfants par femme. Donc, ce graphique va communiquer le propos de façon très efficace. Malgré ce creux historique de natalité, le Québec a atteint quand même augmenté quand même de 150 000 habitants en termes de population. Et ça, je pense, c'est la deuxième ou troisième année où il y a eu la plus haute croissance démographique de l'histoire du Québec. C'est-à-dire, c'est juste précédé de 2023, donc l'année précédente où on avait 193 000 personnes en termes d'augmentation. Et on peut voir, la partie grise, c'est l'accroissement naturel, donc c'est le solde naturel qui est positif. Le solde naturel, c'est le nombre de naissances moins le nombre de morts. On voit que ça a toujours été positif. Le solde a toujours été une partie, même à l'époque majoritaire, de notre accroissement démographique. Mais depuis quelques années, la presque totalité de notre accroissement démographique, c'est dû au solde migratoire. Donc, le nombre de personnes qui, de l'international, immigrent au Québec versus moins le nombre de personnes au Québec qui immigrent vers l'international. Donc, on a vu que ce qui s'est produit, la politique qu'on a décidé de mettre en place, c'est une politique qu'on appelle d'immigration de remplacement. Ce n'est pas une théorie du complot, même si le terme grand remplacement, ça a été utilisé par la droite française. En réalité, ça vient le terme immigration de remplacement, c'est pas un terme d'extrême droite, c'est un terme qui vient de l'ONU, simplement parce que quand on est en dessous du taux de remplacement dans notre natalité, ben on compense pour atteindre entre guillemets ce remplacement des effectifs de génération en génération, on utilise l'immigration de masse. Donc, il n'y a rien de conspirationnel, il n'y a rien d'extrême droite à utiliser ce terme-là. C'est juste, on décrit avec des termes démographiques qu'est-ce qui se passe présentement dans nos sociétés. Maintenant, la question, est-ce que c'est une élite qui fait un complot derrière? Là, c'est pas ça le propos. Moi, je veux juste parler des faits statistiques parce qu'après, pour qu'on puisse avoir un débat, il faut avoir des fondements factuels, statistiques en commun. Et en fait, pour aller encore plus en profondeur sur les causes, pourquoi est-ce que notre natalité a autant baissé, en fait, c'est à cause d'un phénomène qu'on appelle la transition démographique. La transition démographique, c'est un phénomène qu'on a observé dans presque toutes les sociétés développées riches, dont le Québec fait partie, où on passe d'une société avec une démographie traditionnelle, c'est-à-dire une société où la natalité est très, très haute. On parlait de 7 enfants par femme au 19e siècle au Québec, mais avec une mortalité, notamment une mortalité infantile, qui est très, très haute. Par conséquent, il y a une augmentation, une croissance de la population qui est assez limitée, assez lente. Ce qui se produit avec des innovations technologiques comme le vaccin, la pasteurisation, la médecine, c'est ça, l'hygiène, avec ces progrès-là, ces innovations-là, ce qui s'est produit au 19e, 20e siècle, c'est une chute rapide de la mortalité. Donc maintenant, peut-être qu'au 19e siècle, une femme avait 7 enfants, puis plusieurs d'entre eux mouraient. Ben là, au 20e siècle, tu se mets à faire 7 enfants et ils survivent. Et ces enfants-là, eux aussi ont beaucoup d'enfants. Parce que comme on peut voir, la natalité chute très rapidement, puis la natalité, pendant une période, reste assez haute. Ce qui fait en sorte que pendant cette période-là, le taux de croissance de la population est très, très élevé. Donc, la population explose. C'est pour ça que le Québec est passé de 1,6 million d'habitants à plus que 7 millions d'habitants au 20e siècle. C'est pour ça aussi que l'Afrique a explosé. L'Afrique subsaharienne a explosé en termes de population. C'est à cause de ce stade-là de la transition démographique, donc la phase 1, phase 2 de transition. Maintenant, ce qui se produit, c'est qu'on est dans une post-transition démographique. La mortalité est très, très basse. On a une société très hygiénique. On a un système de santé moderne, des excellents hôpitaux, une espérance de vie qui est très longue. Mais également, parallèlement à ça, on fait presque plus d'enfants. On fait presque plus d'enfants, très largement en dessous du taux de remplacement, ce qui fait que la population, non seulement elle vieillit parce que l'espérance de vie a augmenté, mais elle vieillit parce qu'elle ne se reproduit pas. Ça fait des décennies qu'on parle du vieillissement de population au Québec. C'est juste en 2024 qu'on a atteint un solde naturel. Donc, je pense que c'est la première année
en 2024 où on a eu plus de morts que de naissances. La raison pour laquelle ça a autant tardé, malgré le fait que ça fait des décennies qu'on est en dessous du taux de remplacement, c'est à cause de l'augmentation de l'espérance de vie. Mais rendu en 2024, on atteint un peu ce point de non-retour-là où vraiment, c'est un problème qui est très, très grave de sous-natalité. Et on commence à en recevoir, en ressentir très, très concrètement. Et donc, pour pallier aux effets négatifs qu'on perçoit de ce vieillissement et ce déclin, on utilise l'immigration internationale, une immigration qui est très, très massive. Là, je pense qu'au Canada, en 2023 ou 2024, si je me souviens bien, on a accueilli comme 1,3 ou 4 de notre population en termes d'immigrants permanents, alors que je pense que la moyenne mondiale, c'était 0,3, 0,4. Donc, on accueille 4 fois plus d'immigrants par capita que la moyenne du monde pour pallier à ce problème de post-transition. Maintenant, la question, c'est indépendamment de toute considération idéologique, c'est-à-dire indépendamment de ce qu'on dit que c'est une bonne ou une mauvaise chose, ce qu'il faut savoir, c'est que là qu'on parle de remplacement démographique ou de la théorie du remplacement, ou bien, comme Mathieu Bocoté en a parlé, la minorisation du français, en fait, je pense qu'il se cache derrière, c'est la minorisation de la majorité, ce qu'on appelle la majorité francophone historique du Québec. En fait, le terme historiquement correct, ce serait les Canadiens français. C'est-à-dire, c'est un peuple, c'est une ethnie qui descend des colons français de la Nouvelle-France. Donc, c'est ça, les Canadiens français. C'est un peuple qui a toujours été majoritaire au Québec, puis en fait, qui est présent à travers l'Amérique du Nord, mais le Québec, c'est comme le dernier endroit où les Canadiens français sont majoritaires. En fait, avec la politique migratoire, c'est comme une nécessité mathématique qu'ils deviennent minoritaires au Québec. C'est sûr et certain, si on maintient la politique migratoire qu'on a vue précédemment, c'est sûr et certain que les Canadiens français vont devenir minoritaires. Ils sont déjà minoritaires sur l'île de Montréal, probablement à Laval, dans certains quartiers de la rive sud, la rive nord. On sait que ça arrive, c'est un fait, c'est pas une théorie du complot, contrairement à ce que Guillaume Lepage essayait de dire. C'est vraiment un phénomène qui n'est pas surprenant au vu de la politique migratoire. Maintenant, la question que j'aimerais aborder, c'est est-ce que l'immigration de masse, c'est une vraie solution au problème de sous-natalité? Est-ce que c'est une solution long terme à tout le moins? En fait, la réponse, selon moi, c'est non. Encore une fois, indépendamment de la question idéologique, morale, patriotique, tout ce que vous voulez, l'immigration de masse ne va pas suffire pour résoudre le problème de transition démographique, parce que la transition démographique, ça n'affecte pas juste le Québec, ça n'affecte pas juste l'Occident, ça affecte le monde entier. Donc, là, c'est un article de Radio-Canada, selon des chercheurs de l'Institute for Health Metrics and Evaluation, l'Université de Washington, l'entièreté des pays du monde vont, à la fin du siècle, d'ici 2100, avoir une fécondité inférieure au taux de renouvellement. Donc, comme on voit, c'est un problème qui est vraiment mondial. Ça ne va pas suffire de dire, OK, notre natalité, notre démographie est déclinante, on va faire venir des gens de pays dont la démographie est galopante, puis là, ça va comme se compenser. Ben non, parce que ces mêmes pays-là, là, on parle d'Afrique subsaharienne. Déjà, l'Afrique subsaharienne fait beaucoup moins d'enfants qu'avant. Donc, on parle encore des endroits où ils font 5 ou 6 enfants par femme. Et ben, quelques décennies, ils en faisaient beaucoup plus. Donc, c'est ça. L'Amérique latine, pareil. Là, je pense qu'il y a beaucoup de pays d'Amérique latine qui sont assez avancés dans leur phase de transition démographique. L'Asie de l'Est a des gros problèmes de dénatalité. Je pense à la Corée du Sud qui est en dessous de 1 enfant par femme, ce qui est assez fou. Pareil pour le Japon, la Chine, le Moyen-Orient commence à avancer aussi dans sa transition démographique et à approcher la post-transition. C'est vraiment un problème qui est mondial. Ce qui semble être le cas, c'est que le mode de vie moderne que les humains adoptent lorsque leur société s'industrialise, ça semble intrinsèquement contradictoire avec un mode de vie qui conduit à la famille et à la reproduction. Donc, je pense que ce sera une des questions majeures en termes sociologiques, puis politiques et philosophiques dans le prochain siècle. Comment va-t-on faire pour réconcilier une société où, par exemple, les femmes vont à l'école, vont à l'université, on veut être développé économiquement, avoir des grandes carrières. L'argent, l'argent et la carrière, c'est des gros indicateurs de succès social. Comment est-ce qu'on va réconcilier notre mode de vie moderne avec la famille en tant qu'institution? Parce que jusqu'à présent, presque personne n'a réussi à réconcilier ces deux institutions-là, ces deux forces-là. On dirait que l'une ne peut pas exister avec l'autre. Donc, je pense qu'une grosse question auquel il va falloir faire face, tôt ou tard, c'est de réconcilier ces deux choses-là. Et je pense, et là c'est une opinion là, strictement pratique, d'un point de vue strictement pragmatique,
L'immigration de masse, c'est une distraction pour retarder le moment où on va devoir faire face à ce problème-là. L'immigration de masse, c'est comme quelque chose c'est comme une substance psychoactive, là. Qui procure beaucoup de plaisir, c'est très rentable, c'est très plaisant, c'est très court terme, c'est rapide. Mais comme quelqu'un qui prend de la drogue pour échapper aux problèmes existentiels de sa vie, ben, c'est un peu ce qui se produit dans nos sociétés occidentales. On a recours à l'immigration de masse pour ne pas faire face au vrai problème fondamental qui est l'incompatibilité entre le mode de vie moderne et la famille. Et je pense que le plus tôt qu'on arrête d'avoir recours à l'immigration de masse pour fuir les problèmes, les enjeux, le mieux ce sera. En guise d'ouverture pour la suite, évidemment, je ne pense pas être en mesure d'articuler une réponse toute ficelée sur comment réconcilier la famille et la modernité, mais j'aimerais c'est ça, offrir comme ouverture une thèse qui est défendue par certains sociologues, certains psychologues évolutionnaires, selon la thèse de la contre-sécularisation. Là, c'est très biologisant comme étude. Là, ça dit que il y a comme des traits génétiques qui prédisent la religiosité. Et en fait, ça s'avère être un avantage évolutif qui va éventuellement prendre le contrôle, prendre le dessus dans l'humanité. Donc ça, je n'adhère pas entièrement à cette étude-là. Je ne dis pas qu'elle est entièrement vraie, là, mais c'est une thèse qui existe que à cause de la crise démographique qui vient avec la transition, beaucoup de chercheurs avancent qu'il va y avoir une contre-sécularisation ou une désécularisation des sociétés dans le siècle qui s'en vient. Je pense que c'est l'Institut de Pew Research Institute qui affirme que d'ici 2100, le nombre de personnes qui sont non croyantes va diminuer dans le monde à cause justement de cet écart de natalité-là. Donc, c'est une ouverture que je laisse comme ça. Faites de toutes les informations que j'ai données dans cette vidéo-là, faites-en ce que vous voulez. Vraiment, moi, j'offre simplement, je voulais offrir des informations à tout le monde pour avoir un débat un peu plus profond, un peu plus productif. L'ouverture que j'aimerais laisser, c'est ça, c'est le conservatisme social, moral, qui est fondé sur des philosophies comme le droit naturel, religiosité, la spiritualité, la sacralité du mariage, sexualité. Tout ça, c'est des choses dont, selon moi, il va falloir parler, il va falloir discuter, il va falloir avoir un débat de société sur ces questions-là parce que c'est extrêmement important. On parle d'un déclin démographique qui n'est pas du tout agréable à vivre pour une société et peut éventuellement mener à, si on extrapole, là, à la disparition de l'humanité. Donc, je pense que c'est des sujets qui vont beaucoup revenir dans les prochaines décennies, qu'on le veuille ou non. Autant commencer dès maintenant à avoir ces discussions-là. Et c'est ça, avoir une discussion, un débat qui est informé, qui est constructif, qui est basé sur le réel quand on parle des changements démographiques, notamment au Québec, la minorisation des Québécois, entre guillemets, de souche ou des Canadiens. Je pense que c'est quelque chose dont il va falloir parler. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ici Philippe Le Martel, Action Vitale. Merci beaucoup d'avoir écouté. Pour en apprendre plus sur la mission d'Action Vitale, c'est une initiative médiatique conservatrice et catholique. Je ne sais pas si ça a apparu dans mes propos, mais pour en apprendre plus, vous pouvez consulter le site actionvitale.ca. Sinon, Action Vitale, c'est présent sur une variété de réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, j'ai une plateforme de contenu exclusif qui est sur Patreon, Action Vitale Plus. Le lien est dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. Merci énormément d'avoir écouté et à très bientôt.